Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 25 mars 2020 et aujourd'hui encore beaucoup d'actualités financières. L'actualité du jour, donc hier on s'est focalisé sur l'hélicoptère monétaire et aujourd'hui l'actualité, les marchés seront drivés par ce nouveau plan de relance qui a enfin donc été validé. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'attendaient les marchés hier. Les marchés qui profitaient déjà pleinement de cet hélicoptère monétaire, mais aujourd'hui, visiblement, ça sera chose faite. Alors on va commencer comme à notre habitude par un résumé de la clôture de la veille. Donc la veille, nous avons Wall Street qui a terminé avec des gains massifs, des gains encore une fois pratiquement record. Une séance encore une fois historique que nous avons pu vivre hier, ce mardi 24 mars 2020. Et ce sont notamment les espoirs que les démocrates et les républicains s'accordent sur un projet de loi de relance qui ont permis donc aux indices de clôturer en territoire nettement positif avec un Dow Jones en hausse de 11,36%. Et c'est assez exceptionnel. Le S&P 500, quant à lui, a gagné 9,38%. Le Nasdaq a bondi de 8,12%. Et donc, le leader de la majorité au Sénat a annoncé dans la nuit que l'accord avait été soumis pour un vote aujourd'hui. Le texte de l'accord n'a pas encore été divulgué, mais il offrirait près de 2000 milliards de dollars d'allègements fiscaux et de dépenses supplémentaires. Alors, dans un tel contexte, les indices asiatiques ont évolué également en territoire positif, avec au Japon le Nikkei qui a clôturé en hausse de 8,04%. En Australie, le S&P ASX 200 a gagné 5,54%. Le HSCEI gagne plus de 3%. Et les contrats à terme sur le DAX indiquaient un léger gap haussier à l'ouverture. Donc voilà pour les clôtures de la veille, que ce soit à Wall Street ou dans la région Asie-Pacifique, et une Europe attendue clairement dans le vert. Concernant le coronavirus, à noter que le nombre de cas confirmés a dépassé les 420 000, le nombre de décès a dépassé les 18 900 et l'Inde a décidé d'un confinement à l'échelle nationale. Donc encore quelque chose qui devrait peser sur la demande de pétrole, entre parenthèses, et la Nouvelle-Zélande qui a déclaré l'état d'urgence. Le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis est passé à près de 55 000. Donc c'est assez impressionnant ce qui se passe aux États-Unis à présent. En revanche, en Chine, c'est la situation inverse. En Chine, on reprend l'activité progressivement, et la Chine a même déclaré que la construction de 90% des grands projets avait d'ores et déjà repris. Et donc à noter que le pétrole est en territoire positif, troisième séance d'affilée aux alentours des 25 $ pour le WTI, le cuivre également en territoire positif, le nickel lui se replie, les produits agricoles sont en territoire positif, on va en parler lors de notre vue de marché. Et donc l'administration de Trump qui envisagerait un report de 90 jours des droits de douane. Au passage, même si les droits de douane sont bien loin d'être le focus de nos séances actuellement. Souvenez-vous, il y a quelques mois, les droits de douane, c'était vraiment l'événement, c'était ce qui drivait le moteur de marché. À noter également que Facebook a déclaré qu'il y avait clairement un affaiblissement du secteur de la publicité en raison de la pandémie de coronavirus. Donc ça, on en a parlé également il y a 2 semaines. On avait abordé JC Deco et la crise dans le monde de la publicité, et même sur Internet. Facebook le constate. Pourquoi? Car on ne peut faire de la publicité que sur des choses qui sont accessibles actuellement. Donc, même si la publicité sur Internet se poursuit, pardon, les agences publicitaires ont beaucoup moins de clients. Donc, c'est un contexte général qui frappe de plein fouet le secteur de la publicité. Pardon, excusez-moi. Alors Reuters a également indiqué que Boeing pourrait redémarrer la production du 737 MAX à partir du mois de mai. Et d'un point de vue pétrolier, à noter que les données de l'API suggèrent une baisse de 1,2 million de barils des stocks de pétrole brut. Voilà pour l'actualité économique et financière. Alors on a fait beaucoup de fondamentales dernièrement. Là on va faire plus de technique aujourd'hui. Très rapidement, on va revenir sur ce qui s'est passé. Hier c'était une séance encore une fois historique, et donc ici on aime mettre en évidence ces séances historiques, car il faut en être conscient. La hausse d'hier était assez exceptionnelle, notamment concernant, notamment pour le Dow Jones, le Dow Jones qui a gagné
11,36% hier, et c'est une hausse que l'on n'a pas constatée depuis 1933. On peut le voir ici, hein, la hausse d'hier du Dow Jones, on n'a pas vu ça depuis 1933. Donc autant vous dire que rares sont les personnes qui avaient vécu une telle hausse sur le Dow Jones, hein, honnêtement. Depuis 1933, plus de 11%, 11,36% très exactement. Important de noter, important d'être conscient des séances historiques que nous vivons actuellement. À noter également que ça, souvenez-vous, nous sommes passés en bear market, c'est-à-dire à moins 20% depuis les récents sommets historiques. Et là, on va s'intéresser au repli de 30%, hein, car c'est ce que l'on peut constater actuellement. C'est la première fois de l'histoire que les indices américains, notamment le S&P 500, chutent de 30% aussi rapidement. C'est-à-dire très exactement en 22 jours. Et le précédent record, c'était en 1934, en 23 jours. Avant cela, 1931, en 24 jours. 1929 en 31 jours, 1987 en 38 jours. Donc autant vous dire que les séances historiques s'enchaînent et se succèdent et ne se ressemblent pas en plus de cela. Et donc là, la source principale, hein, c'est Bank of America, et c'est issu de la CNBC. Donc la baisse de 30% la plus rapide jamais enregistrée sur les marchés. Donc ça en fait des séances historiques, que ce soit à la hausse ou à la baisse, entre la hausse la plus impressionnante, la plus forte depuis 1933, la perte de 30% la plus rapide de tous les temps, 22 jours, c'est le nouveau record. Donc voilà pour la revue de cette séance historique. On va reparler à nouveau, mais très rapidement aujourd'hui, des conséquences du coronavirus. On va se focaliser sur le technique, hein. On laisse un peu de côté le fondamental. Dans tous les cas, vous serez servi en termes de fondamentaux. Il y aura une vidéo spéciale pétrole, la seconde partie, seconde édition, en fin d'après-midi. Donc on fera beaucoup de fonda à ce moment-là. On continue donc très rapidement. Un autre impact, hein, c'est la baisse de la demande en électricité. Alors ça peut paraître contre-intuitif étant donné que tout le monde est en confinement, donc tout le monde consomme de l'électricité, mais la demande principale, il faut le savoir, elle vient des industriels. Et donc ce shutdown, ce confinement général et cette fermeture d'usines et de plusieurs industries crée un fort repli, surtout en Allemagne. C'est en Allemagne où on le ressent le plus. Pour l'Allemagne, hein, l'énergie, c'est en blanc. On peut le voir ici, fort repli en Allemagne, hein, suivi de près par l'Italie. Juste à côté, vous avez l'Espagne. Et nous sommes juste là en bleu, en France, avec un repli de moins de 11,82%. Donc c'est encore une des la conséquence donc de la demande en électricité. On n'y aurait pas pensé, effectivement, hein, vu que tout le monde consomme, tout le monde est chez soi, la télé est allumée, les ordinateurs sont en marche, les lumières sont allumées également, hein, donc on aurait pu passer à côté de cela. Mais cette demande d'électricité, ce qui pèse le plus, ce sont les industriels, et les industries sont fermées, les usines sont fermées, donc forte baisse notamment en Allemagne. Voilà pour cette conséquence plutôt inattendue, pas inattendue, on aurait pu le prévoir, mais contre-intuitive. Et à présent, c'est la mise à jour ici. On parle beaucoup de Goldman Sachs, hein, ces derniers temps. Goldman Sachs qui sort énormément d'études, donc on en parle, on en profite très rapidement, hein, pour ne pas s'attarder sur le fondat Goldman Sachs Global Investment Research, qui a mis à jour à nouveau son estimation, son forecast concernant la croissance, hein. Donc ça, c'était pour 2019. Voici les différentes zones. Vous avez l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, donc tout cela pour la zone euro et le Royaume-Uni. Ça, c'était les chiffres de 2019. Pour 2020, donc voilà à quoi voici avant le virus et dernièrement. Ça, c'est la nouvelle mise à jour de la part de Goldman Sachs Global Investment Research, et vous pouvez constater l'impact. Ce n'est qu'un forecast. Ça pourrait être réajusté si la situation s'aggravait, donc ça pourrait être encore plus alarmant que cela. Si la situation s'améliore, ça pourrait être moins grave que cela, hein. Donc ce n'est qu'un forecast au vu de la situation actuelle. Ça pourrait empirer, ça pourrait s'améliorer. Tout cela, ça vous permet de voir au jour le jour, au même rythme que les institutionnels, ce à quoi il faut s'attendre. Car cela, on en parle, Goldman Sachs en parle aujourd'hui, on en parlera dans une semaine ou deux dans les médias d'une manière générale. Donc on essaie de prendre d'avance, voir ce que constatent les institutionnels. Mais aujourd'hui, on ne s'attarde pas sur le fondamental, on va juste parler d'une dernière chose très rapidement parce qu'on n'en parle pas assez.
Merci à Oxford Economics pour cette étude. Il faut prendre en considération également les pays émergents, car c'est eux malheureusement qui paieront le prix le plus cher. Et on peut voir ici hein, le classement, et on se base sur quoi? On va se baser simplement pour par la capacité hospitalière et la capacité à répondre à une telle pandémie. Donc malheureusement, certains pays sont gravement exposés, et on ne parle pas suffisamment des pays émergents. C'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Donc on a notamment la Bolivie, le Nigeria, le Pérou, l'Afrique du Sud, Costa Rica, l'Égypte, l'Uruguay, l'Inde, le Chili, le Brésil, des pays qui malheureusement auront beaucoup plus de mal que l'Europe à s'en sortir. Et donc il faut en parler, Ces pays commencent à peine à mettre en place des mesures concrètes, l'Inde qui vient de verrouiller son pays, et donc malheureusement on pourra assister à une situation extrêmement grave dans les pays émergents. On va suivre cela de très près, on en parle pour la première fois aujourd'hui, et ça ne sera pas la dernière. Donc voilà pour cette rapide revue fondamentale comme prévu. On passe à présent sur la plateforme Xation 5 pour un peu plus de technique. On commence comme à notre habitude depuis le début de la prise de conscience de cette pandémie. On débute par les indices boursiers. Et voilà, donc le DAX l'a fait. Le DAX valide l'objectif théorique de cette ETE inversée dont la tête est composée d'une ETE inversée complexe. Je m'explique, l'ETE inversée la voici la première épaule, voici la seconde épaule. Nous avons de ce côté-là la tête, mais la tête qui elle-même est composée d'une ETE inversée complexe. Pourquoi complexe? Car il y a deux épaules à gauche, deux épaules à droite. Donc en plus de cela, nous avons maximisé ce travail chartiste. Lorsqu'on a une ETE inversée, à la sortie, ça nous fait normalement un N haussier. Ça a été vérifié encore une fois aujourd'hui. Voilà le N. Donc pour faire un parallèle entre le chartisme et les projections d'Osoda, en prenant la deuxième partie de la tête de l'ETE inversée, mais également l'épaule, nous avons notre N hein, qui est déjà tracé. On le voit, il ne nous reste plus qu'à voir donc les projections souhaitées, donc les objectifs. Le N est déjà là, hein, on le voit clairement, à la formation de la figure, à la fin, lorsque l'on vient tester la ligne de coup c'est ça, c'est cette ligne qui relie les différents sommets pour une ETE inversée ou les différents creux pour une ETE classique. Donc ici, on peut le constater clairement. On va regarder cela ensemble. Le N est déjà là à l'intérieur de la figure. Lorsque l'on arrive à la ligne de coup, le N est là, il ne manque que les projections. Et on va sélectionner les différents points pour placer nos projections d'Osoda qui sont disponibles, il me semble, ici même, à gauche, dans les outils. Les projections d'Osoda, on sélectionne, alors veuillez m'excuser, je retire cela. On sélectionne notre premier point, le second, le troisième, et on a nos différents objectifs. Par la suite, les différents objectifs nous sont donnés par ces différentes résistances en bleu. Et vous pouvez le constater, on a déjà franchi la ligne de force V et la direction, la ligne de force E. L'objectif théorique, il me semble, était au comblement du gap. Donc l'objectif théorique correspondait à la ligne de force E. Cette ligne de force E est issue d'un N haussier intermédiaire qui prend en considération la seconde partie de la tête inversée, mais sans prendre en considération donc la seconde épaule. Donc ici, ça nous permet, en prenant la seconde moitié, je le répète, de la tête inversée, nous avons à l'intérieur un autre N haussier. Le voici. J'essaie de faire simple. Et donc je prends le temps. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui on va faire un petit peu plus de technique. On a fait un peu beaucoup trop de fonda ces derniers temps. On revient sur le technique. Donc je prends la seconde moitié de la tête et j'ai un N haussier. Et ça me donne également des objectifs. Bien avant d'avoir donc la seconde épaule qui est confirmée, j'avais déjà de bons objectifs. J'avais une belle zone de résistance ici qui coïncidait avec un palier de SSB, mais également un palier de Kijun. J'ai une seconde zone de résistance qui correspond également
grosso modo à un palier de Kijun. Donc très tôt, j'avais déjà énormément d'objectifs, énormément de résistance. Après, bien entendu, il a fallu attendre que cette figure se termine, que sa construction soit finalisée avant de se prononcer. Plus particulièrement, il faut un franchissement de la ligne de coup. Mais ici, par la suite, on s'est donc intéressé au second N en prenant la seconde moitié de la tête inversée. Et donc la seconde épaule inversée, on a tracé notre second N qui nous a donné donc des objectifs plus longs. Et là, pour le moment, on est en train de se replier, on est au contact d'une résistance, hein, on peut le voir, c'était cette mèche supérieure, cette résistance des 10 000, ce seuil psychologique, tout simplement, c'est ce qui renvoie le DAX à la baisse en ce moment même. Les seuils psychologiques sont également à prendre en considération, ils sont très importants, donc on le voit ici, c'est ce qui nous a empêché de rallier eux, donc direction V, les 9880 points, avant de trouver la force peut-être pour aller rallier eux. Donc voilà pour le DAX, j'ai pris un peu plus de temps pour expliquer la situation technique, aujourd'hui un peu plus de technique, donc on revient comme à notre habitude sur l'hebdomadaire, assez impressionnant la hausse de cette semaine, on est tombé bien bas, on est en train de retracer en partie, pour le moment on a retracé un tiers, donc est-ce que c'est la fin? Je vous rappelle que pour moi ce n'est qu'un rebond éphémère et c'est peut-être la fin, en tout cas c'est ce que nous dit le H4, on n'arrive pas à sortir du nuage, c'est la même chose ici, hein. Ici c'est du H1, c'est de l'intraday toujours, ici c'est du H4. Sauf qu'ici j'ai beaucoup plus de détails comme c'est en H1. C'est-à-dire que ici sur du H4 pour une bougie, si je passe en H1, j'en ai 4. Ça me donne 4 bougies. Donc j'ai beaucoup plus de détails, ça me permet de décanter tout cela, de disséquer le DAX, si je puis dire, hein. C'est la seule expression qui me vient à l'esprit, veuillez m'excuser. Donc ça me permet de disséquer le DAX en 1 heure, mais on voit en H4, hein, la photo, la photo générale ici, cette ETE inversée avec cette ligne de coup qui correspond à un palier de Tenkan ici, un palier de Kijun, et peut-être que c'est à la fin, peut-être qu'on a atteint l'objectif final ici, peut-être qu'on va refuser de sortir du nuage. Donc attention, je vous rappelle que je garde à long terme un biais baissier. L'hélicoptère monétaire et le plan de stimulus de relance américain nous permet de réaliser tout cela. C'est peut-être d'ailleurs, hein, maintenant que j'y pense, ce plan de relance en provenance des États-Unis qui pourrait nous permettre d'aller un peu plus haut, éventuellement. Mais honnêtement, je ne vois pas le DAX partir, par exemple, repartir à ces niveaux-là. Très peu probable. Après, je me laisse la chance de changer d'avis en cours de route. En tout cas, on en reparlera en live trading cet après-midi. Pour l'heure, il est important de constater que le DAX en données H4 refuse de sortir de son nuage et fait face à la résistance à 10 000 points. C'est peut-être la fin. Peut-être que lorsqu'on va définitivement voter le plan de relance en provenance des États-Unis, on va avoir une dernière impulsion haussière pour aller chercher peut-être une dernière résistance à ce niveau-là ou peut-être à ce palier, les 10 546. En tout cas, seul l'avenir nous le dira et on en reparlera dès cet après-midi. On a plusieurs résistances intermédiaires avant d'aller rallier les 10 540. Et on passe à présent sur le CAC 40. Le CAC 40, donc c'était la même chose, hein, très exactement. On avait une zone de résistance ici qui posait problème. On s'en a affranchi par un gap breakaway, le voici, le gap breakaway, on peut le constater ici. Un gap breakaway nous permet de nous affranchir d'un support ou d'une résistance sans avoir à s'y attaquer. Donc on se téléporte de l'autre côté et on a eu ce gap breakaway qui nous permet de sortir de cette zone ici de résistance qu'on avait mis en jaune, une zone assez sensible. On s'en a affranchi, il n'y a pas eu une aussi belle ETE inversée, hein. C'est même pas du tout une ETE ici. Pourquoi? Parce que ces niveaux sont équivalents. L'épaule doit être plus basse que la tête, hein. Sinon ce n'est plus une ETE inversée. Loin de là, on peut parler de double bottom, même si pour moi, à mon sens, les doubles bottom sont extrêmement rares. Pour moi, les doubles creux, il faut qu'entre les deux creux, il y ait ce que l'on appelle une vallée. Il faut qu'il y ait un énorme écart entre les deux creux pour qu'on
parle de double creux, selon moi. Après, peut-être, le mieux serait de faire des vidéos sur les figures chartistes et les chandeliers japonais, ça nous permettrait de mettre en place des règles. Mais pour moi, ce n'est pas un double creux ici, c'est une ETE qui a complètement raté, car on n'a pas réussi à faire un plus bas à ce niveau-là, mais elle était beaucoup plus belle sur le DAX, que ce soit sur du H1 ou du H4. Donc voilà pour le CAC 40. Le CAC 40 qui nous a fait tout de même un N haussier. On a réussi à surpasser ce N haussier, et donc on revient sur le N haussier majeur, et on y est actuellement. Le repli nous ramène à la ligne de force V 4336. Et on passe sur notre petit favori américain, donc le Dow Jones. Le Dow Jones qui enfin a réussi à s'affranchir des 20 000. Je pense que Donald Trump doit être clairement soulagé. Merci la Réserve fédérale américaine, merci démocrates et républicains pour ce pack de stimulus. Alors en tout cas, on a atteint une résistance à 21 152 et on est en train de se replier. Et c'est une résistance qui date, hein, c'est ce qui est assez exceptionnel avec les projections d'Osoda. Cette résistance, je vous le rappelle, est issue d'un N haussier qui avait avorté. On était allé chercher très précisément la ligne de force N, mais ça manquait de punch. On s'est replié. C'est à ce moment-là où on était passé officiellement et une fois pour toutes sous les 20 000 hein, pour aller chercher des niveaux beaucoup plus bas, pour aller frôler un prochain N baissier que l'on a évité de justesse d'ailleurs grâce à l'hélicoptère monétaire de la Réserve fédérale américaine. Voilà à quoi nous avons échappé hein, sur le Dow Jones. Sans la Réserve fédérale américaine, on sera à 15 360 aujourd'hui. Hein. Je peux le dire avec certitude. Merci à la Réserve fédérale américaine. Et voilà l'effet Réserve fédérale américaine sur le Dow Jones. Hein. L'hélicoptère monétaire, donc effet d'annonce, on explose à la hausse, on va chercher du bout de la mèche les 19 775 sans parvenir aux 20 000. On retrace l'intégralité pour construire une hausse par la suite, suite à l'hélicoptère monétaire. Hein. L'hélicoptère monétaire n'allait pas nous téléporter aux portes des 30 000 vers des nouveaux records historiques. Loin de là, hein. On a l'effet annonce, on retrace tout et on construit une hausse par la suite. Et ensuite, on a l'accélération haussière ici. Dans la nuit, c'était l'annonce hein, tout simplement de ce plan de relance qui devrait être validé dès aujourd'hui. Donc voilà pour le Dow Jones qui fait face à cette ligne de force V qui est issue d'un N haussier qui était resté visiblement sur sa fin après avoir validé uniquement la ligne de force N, les 20 844. Et pour les autres indices américains, hein, pareil, que ce soit le S&P 500, on est sur un N haussier suite à l'annonce de l'hélicoptère monétaire, on est en train de le finaliser. On fait face à une résistance, on est à 2 doigts de la ligne de force V, ensuite direction les 2500 points. Pour le Nasdaq, on se replie actuellement direction support. Pareil, c'est le même N haussier lors de l'hélicoptère monétaire de la Réserve fédérale américaine. On le voit ici, cet hélicoptère monétaire qui nous a créé cette bougie de 536 points sur le Nasdaq. On garde un œil sur le S&P 500 en données mensuelles. Intéressant de voir ce retrait du nuage. Toutes ces interventions gouvernementales et des banques centrales, que ce soit coordonnées ou non, tout simplement d'un point de vue Ishimoku en mensuel, cela nous retire du nuage. Voilà pour les indices boursiers, on passe très rapidement sur le marché d'échange. Le marché d'échange toujours aussi compliqué avec le repli du dollar, du billet vert qui se poursuit. Quelle volatilité du dollar hein, ici, c'est assez impressionnant hein, ce qu'on a pu constater. L'euro-dollar est en train de se stabiliser sous sa résistance, les 1,0830 pour le moment. Si le repli du billet vert se poursuit, la prochaine étape, ce sont les 1,09 pour l'euro-dollar. Alors l'USD4 continue de se replier en direction des 1,4285. Cela est dû, bien entendu, à la hausse du WTI, des pétroles, pardon, les pétroles qui profitent de tous ces plans. Hein. Le pétrole également qui a profité de l'hélicoptère monétaire. On peut le voir ici sur le pétrole. Là, j'ai superposé les cours du pétrole au cours de l'USD4. Hein. L'USD4 étant corrélé négativement au pétrole. Je le répète tous les jours pour que ça rentre une fois pour toutes. Donc, voilà ce qui s'est passé, l'hélicoptère monétaire qui a favorisé également les pétroles. Attention, les majors pétrolières ont très mal en ce moment et ça je vais en parler lors de la vidéo spéciale pétrole. L'USDN toujours aussi volatile mais en territoire positif face aux différentes mesures. L'USDN hein, qui pourrait donc aller chercher cette oblique baissière. GBP-USD qui poursuit tout doucement après avoir vécu
quelques séances historiques lui aussi. Le GBP/USD revient en direction des 1,1950 petit à petit, pas à pas. Alors à présent, direction le compartiment matières premières, le gold. Le gold, décidément, il va falloir que je vous fasse une autre vidéo spéciale gold, hein, car la situation est assez exceptionnelle sur le gold. Nous avons une pénurie du gold physique, une pénurie de gold dans certaines places, et donc c'est assez exceptionnel. Il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. C'est du jamais vu ce qui s'est passé sur l'or. Une pénurie du gold physique. Oui, c'est vraiment le cas. J'ai très vite partagé certaines choses sur mon Twitter personnel par rapport à cela. J'ai pas eu le temps de développer sur XTB France, mais je vais le faire très bientôt, peut-être même une prochaine vidéo encore une fois sur le gold, car le gold avait également rendez-vous avec l'histoire, hein. Les indices ne sont pas les seuls. Il faut savoir que le pétrole ne cesse d'avoir rendez-vous avec l'histoire, le gold également. Les indices, c'est vraiment, selon moi, la troisième, le troisième volet de cette crise, hein. Ça commence déjà par ce que l'on a pu constater sur le gold, mais surtout sur les pétroles. Donc le gold qui se replie aujourd'hui après un début de semaine incroyable, un début de semaine plus qu'incroyable, hein. Le gold qui a pris 150 dollars en 2 jours, qui est en train d'en perdre presque 50, ne serait-ce qu'aujourd'hui, en direction de sa Kijun, en direction des 1577 dollars. C'est-à-dire que vendredi, on était aux portes des 1500, hier on s'est retrouvé au-dessus des 1600, et actuellement on est en train de repasser en dessous des 1600 dollars. Donc prudence sur le gold, on va en parler lors d'une prochaine vidéo. C'est pour ça que la semaine dernière je vous ai dit de vous éloigner du gold. Ça se confirme, situation exceptionnelle. Contango, il se passe beaucoup de choses sur le gold, on en reparlera lors d'une vidéo spéciale. On passe à présent sur les pétroles avec le Brent en direction donc aux portes des 30,80, le WTI toujours en cours de stabilisation. C'était en intraday, c'est très intéressant, hein, le WTI. Vous pouvez le trader uniquement avec les vagues lorsqu'on est une stratégie simple, hein. Vous voyez, c'est plusieurs ranges sur le WTI. On se téléporte de range en range. On en voit un ici. On en voit un autre plus bas. Donc c'est vrai qu'hier j'avais une question pendant le live trading, où est-ce que je peux ou sur quel marché retrouver des ranges. J'ai répondu, c'est la mauvaise période pour des ranges, il n'y en a plus. Faux, hein, il y en a, j'aurais dû y penser, mais c'est en intraday pendant 1 heure ou 2 sur les pétroles. Enfin 1 heure ou 2, j'exagère bien entendu, mais pendant une demi-séance, vous avez un range qui reste valable pendant la demi-séance sur le pétrole. Et c'est le cas. Là, on est en train de sortir d'un mini-range, hein, qui est issu de ce N haussier, les différentes lignes de force, on en sort. Donc là, la stratégie, c'est de vendre et direction la Kijun à vérifier, direction les 24-17, très certainement. Donc on pourra le vérifier, c'est un enregistrement lors de la publication, il y aura certainement eu, soit on sera allé là, soit on aura réintégré. Mais en gros, il y a plusieurs ranges, et en intraday, très intéressant de trader le pétrole avec les N haussiers. Hier, très impressionnant, on allait chercher la ligne de force E à 25,13 avant de se replier directement. C'est des choses qu'on fait très souvent lors d'un N haussier. Lorsqu'on atteint la dernière ligne de force, il y a un repli immédiat. On se replie et on rétrograde, hein, directement. C'est ce qui s'est passé. On est allé chercher la ligne de force E, et après on a cassé V pour aller se replier très rapidement, aller tester N. Donc c'était assez exceptionnel hier. Donc vous, je pense que vous pouvez voir les différents ranges. Alors quoique, bon, peu probable pour le moment, je pense que le bas du range est plus ici. Voilà, très exactement, ce sont les 24,40. Donc prudence, hein, pour casser les 24. Faut casser les 24,40 avant d'aller à 24,15. Et vu le plan de relance, ça soutient également les pétroles, hein. Le plan de relance américain, l'hélicoptère monétaire a également soutenu donc les pétroles, hein. Je pense qu'on le voit clairement ici. Ça nous a permis de passer d'un range à l'autre, tout simplement. Donc on est passé de là, grâce à l'hélicoptère monétaire, à là. Donc voilà pour les pétroles et le café qui, voilà, donc très bien pour le café qui est allé chercher, hein, son objectif décidément. La ligne de force V, donc des perspectives clairement haussières ici.
Pour le café, attention, mieux vaut attendre l'ouverture des cotations avant de se placer à l'achat en direction des 130 $. L'USD BRL se stabilise, c'est ce qui permet au café de se frayer un chemin, pour le moment sur 125 $. Et donc reprise des comos agricoles, reprise des matières premières agricoles, on le voit sur le soja qui s'attaque à son nuage. La dernière fois qu'il l'avait fait, il avait refusé de passer par son twist, il s'est clairement replié pour marquer un nouveau point bas. Et là c'est parti, on s'attaque au nuage. Attention, si on franchit les 914,50, c'est un gros signal d'achat. Et le gaz naturel, attention à tout franchissement des 1,79, signal d'achat également, la cible serait à 1,930. Et donc voilà, sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité, de m'accorder quotidiennement cette petite demi-heure revue de marché et pour tous ces commentaires d'encouragement. Merci à toutes et à tous. Chose promise, chose due, aujourd'hui on a fait beaucoup plus de techniques. Il fallait faire du fondamental, c'était nécessaire car il se passe beaucoup d'événements historiques et pour les comprendre, pour les vivre pleinement, il faut donc avoir certains acquis fondamentaux. C'est pour ça que l'on s'est focalisé sur la fonda lors de ce début de semaine et aujourd'hui c'était le grand retour du technique. Sur ce, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Sinon, sachez que ce soir, nouvelle vidéo sur le pétrole, on va faire le point sur le pétrole, que ce soit d'un point de vue fondamental, d'un point de vue politique, voire géopolitique. On va parler des majors pétrolières. Sur ce, excellente séance de trading et à demain. Au revoir.